Chers collègues, sans plus attendre, nous allons entendre, toujours dans le cadre de la préparation de notre rapport sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans les Outre-mer, le général Claude Pelloux, commandant du service militaire adapté. Je rappelle que le service militaire adapté, créé en 1961, est un dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle rattaché à la Direction générale des Outre-mer et qu'il s'adresse aux jeunes ultramarins de 18 à 25 ans éloignés de la qualification et du marché de l'emploi. Ce dispositif apporte une réponse ciblée à l'exclusion, au chômage, à la désocialisation et à l'illettrisme qui sévissent particulièrement parmi les jeunes ultramarins. C'est aussi un exemple souvent cité d'adaptation réussie. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir, Général, et impatients de vous entendre sur les facteurs de ce succès. Après votre exposé liminaire sur les spécificités de ce dispositif et ses excellents résultats, nos rapporteurs Philippe Bas et Victorin Lurel vous interrogeront sur les aspects plus précis, puis nos autres collègues poseront leurs questions à leur tour s'ils le souhaitent. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, donc je suis le général Claude Pelloux, je commande le service militaire adapté depuis le 1er août 2021. Préalablement à cette affectation, j'ai servi comme tout officier de l'armée de terre à la fois en unité opérationnelle et puis en administration centrale. Mon cœur de métier étant plutôt le suivi des programmes d'armement où j'ai exercé pendant une petite dizaine d'années à la fois à la section technique de l'armée de terre mais également dans des unités particulières comme le commandement des opérations spéciales. J'ai été chef de corps du SMA de la Guadeloupe de 2009 à 2011, ce qui me vaut le plaisir d'être aujourd'hui le général commandant ces formations dans les territoires et départements. Très rapidement, donc vous l'avez dit, à l'initiative de Michel Debré, alors Premier ministre, et sur proposition du général Nemo, le service militaire adapté a été créé aux Antilles-Guyane en 1961. Il doit alors répondre à 3 attentes particulières et politiques. La première, c'est intégrer des jeunes dans la nation. La seconde, c'est accompagner le développement et la valorisation des territoires. Et enfin, c'est répondre aux enjeux démographiques pour un rééquilibrage entre les départements des Antilles, où la population s'accroît, et celui de la Guyane, qui était à l'époque considéré comme sous-peuplé. Donc le plan Nemo s'inscrit dans une logique d'incorporation des jeunes des territoires pour un appel de 24 mois. Il assure donc à ces jeunes appelés antillais et guyanais une formation professionnelle et générale. Le futur service doit également s'insérer dans les territoires par des travaux d'intérêt au profit de cette communauté, tout en modulant, tout en s'adaptant aux réalités locales, ce qui fait encore la force aujourd'hui du service militaire adapté. Le général Nemo avait pour objectif de donner une occupation et une formation à une jeunesse désœuvrée et prête à subir les influences les plus pernicieuses. Donc, depuis sa création en 1961, le SMA n'a cessé de se développer, malgré les réticences initiales. Et c'est donc déployé à La Réunion en 1965, en Nouvelle-Calédonie en 1986, à Mayotte en 1988, puis en Polynésie française en 1989. Avant de se créer un centre de formation du service militaire adapté à Périgueux qui peut accueillir les jeunes ultramarins en complément de formation dans le territoire hexagonal. C'est donc bien la seule formation en dehors des territoires et départements d'outre-mer. En 1996, lorsque le président Chirac a décidé de suspendre le service national, à la demande des élus ultramarins, il a été décidé de maintenir le service militaire adapté dans les territoires parce qu'il y avait des enjeux particuliers, en particulier pour la jeunesse des territoires, comme pour les communautés locales. Donc la forme choisie a été le volontariat, et donc la transition s'est faite entre 1997 et 2000, date à laquelle nous n'avons accueilli plus que des volontaires.
3000 étaient accueillis jusqu'en 2009, date à laquelle le président Sarkozy a souhaité doubler les effectifs du service militaire adapté pour permettre justement à plus de jeunes de passer dans notre dispositif et s'insérer dans la vie économique des territoires. Ça a été atteint pour la première fois en 2017 et depuis nous tangentons les 6000 malgré la crise Covid par exemple. Aujourd'hui, nous sommes sur un plan particulier qui s'appelle Ambition 2030, qui regroupe 2 plans SMA 2025 et SMA 2025+, qui prévoit notamment la lutte contre le décrochage scolaire, les violences faites aux femmes. On accentue également les compétences de base, savoir lire, écrire et surfer en sécurité, bien entendu, et la possibilité pour tous les volontaires d'être présentés au permis de conduire, car on sait combien c'est un sésame pour aller à l'emploi. L'organisation générale du SMA, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est sous la double tutelle du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministère des Armées. C'est l'arrêté du 21 janvier 2021 portant organisation du SMA qui le précise. Et le commandement du service militaire adapté est rattaché à la Direction générale des Outre-mer par application de l'article D 3222-191 et suivant du Code de la Défense. Le commandement du service militaire adapté est ainsi placé pour emploi sous les ordres du ministre chargé des Outre-mer. Il est dirigé par un officier général, dénommé commandant du service militaire adapté, et qui donne les directives techniques, fixe les objectifs à atteindre et veille à leur bonne exécution. Composé de 7 formations administratives et d'un centre de formation dans l'Hexagone, le SMA propose une réponse ciblée au chômage, à la désocialisation, à l'illettrisme et répond aux besoins de qualification des jeunes ultramarins de nationalité française entre 18 et 25 ans. Composé de plus de 1300 cadres des armées, ce qui représente à peu près 1% des effectifs de l'armée de terre en particulier, et quelques personnels civils, d'actifs et de réserve, les régiments du service militaire adapté proposent 3 types de statuts sous la base du volontariat. Le premier des statuts est le volontaire technicien. Il est proposé à des jeunes diplômés qui souhaitent pouvoir valoriser leur expérience professionnelle, car nous leur offrons une première expérience professionnelle en milieu militaire. Ce contrat, initialement d'1 année, peut être renouvelé jusqu'à 4 fois, ce qui permet de remplir un peu le CV du jeune avant qu'il ne trouve un emploi dans les territoires ou dans l'Hexagone. La deuxième catégorie est bien l'essence même du service militaire adapté, ce sont les volontaires stagiaires, qui viennent donc suivre une formation professionnelle qui est différenciée en fonction du niveau scolaire de 6 à 12 mois. Vous avez des formations titrantes qui sont contrôlées par les préfectures ou par un certificat de qualification professionnelle, nécessitent une formation plus longue que certaines qui ne sont que des remises à niveau, l'objectif étant que le jeune retrouve le geste technique avant de pouvoir retourner à l'emploi. Et enfin, des volontaires jeunes cadets. Ça se fait en étroite collaboration avec les rectorats. Ça s'adresse à des jeunes de 16 à 18 ans qui sont en décrochage scolaire. L'objectif étant donc de les remettre sur les rails. 290 jeunes l'année dernière, 231 jeunes l'année dernière sont passés au sein de des formations pour suivre le module de retour à l'éducation nationale. 90% d'entre eux sont effectivement retournés à l'école et sont passés dans la classe supérieure. Bon, l'ensemble de ces jeunes participent à l'amélioration des compétences locales en réduisant les inégalités territoriales et en favorisant l'inclusion des jeunes femmes, puisque nous avons environ 30% de notre effectif qui est représenté par la population féminine, avec des disparités entre Mayotte et le Pacifique, où on tangente plutôt vers les 42-43% de jeunes femmes.
Chaque incorporé se voit orienté en fonction de son niveau d'illettrisme, puisque chaque jeune en arrivant passe un test qui s'appelle le test EVA, qui a été conçu en lien avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, soit vers des filières courtes, soit des filières longues, de 6 à 12 mois, comme je l'évoquais. À l'issue d'une première phase, qui est une phase de formation militaire initiale qui dure 2 mois, il est orienté vers une filière professionnelle. Il est aussi accompagné, parce que nous avons une formation complète, par un accompagnement médico-psychosocial pour lever les freins à l'insertion, pour les problèmes que vous connaissez, pour ceux qui sont les plus éloignés de nos repères. La formation, qui est autant que de possible individualisée, comporte plusieurs phases, mais qui sont souvent imbriquées. La formation professionnelle, une formation civique et citoyenne, une remise à niveau scolaire en français et en mathématiques, des modules de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, et puis, bien entendu, la présentation au permis de conduire, qui est le brevet militaire de conduite, mais qui est transformable en permis B, et une qualification qui est donnée à l'ensemble des jeunes, qui est la formation de sauveteur secouriste au travail. Elle repose essentiellement sur 3 piliers. Le premier, c'est le savoir-être, qui se fait essentiellement grâce à la militarité tout au long de la formation. Le savoir-faire, qui est à la fois le geste technique en formation professionnelle et la remise à niveau scolaire. À ce titre, nous bénéficions d'un renfort de 40 professeurs de l'éducation nationale, un par unité élémentaire. Et puis, le savoir-devenir, qui permet de préparer le jeune à la vie civile, à l'emploi, grâce aux techniques de recherche d'emploi, grâce à ce module AMPS. Pour ceux qui arriveraient dans nos rangs sans qualification aucune, les régiments font passer aux jeunes, après les modules de remise à niveau, le certificat de formation générale, qui est le premier niveau scolaire détenu. Les modules de technique de recherche d'emploi, d'appui à la construction d'un projet professionnel, permettent donc aux jeunes volontaires de trouver un premier emploi ou une reprise de formation à la sortie du dispositif, puisque nous donnons un certain nombre de qualifications qui correspondent éventuellement à un premier module d'un CPE ou un BEP et viennent soit dans les centres de formation pour adultes dans les territoires poursuivre leur formation, soit dans l'Hexagone, à Périgueux, dans une formation spécifique. Chaque territoire ou département est spécifique, chaque filière professionnelle est adaptée au contexte socio-économique du territoire et bien sûr, grâce au conseil de perfectionnement présidé par le chef de corps et le préfet, les besoins des territoires sont étudiés pour modifier les formations professionnelles au profit du territoire. Il est bien évident que vous n'aurez pas en Guyane les mêmes formations que celles de la Polynésie française. Nous avons des pilotes lagonaires à Toubouey et Ivaoa. Nous avons plutôt des accompagnateurs en forêt pour le parc national guyanais sur le département de la Guyane. La géographie impose aussi d'avoir des compagnies dites isolées ou éloignées. Donc isolées, vous en avez 2 qui fonctionnent à 100% avec et puis une 3e qui a été demandée par le président de la République au mois de juillet 2021. Donc vous avez les 3 polynésiennes en fait, Ivaoa dans les Marquises, Toubouey dans les Australes et aujourd'hui Ao dans les Tuamotu. Ils bénéficient d'un statut particulier parce qu'ils ont un statut dit de fixé, c'est-à-dire que le développement économique de leur atoll ou île n'étant pas celui de Tahiti, eh bien, les jeunes retournent dans leurs îles, mais ont une formation qui leur permet de s'installer, d'y rester, ou de trouver un emploi, ou de le développer. C'est un peu le but que nous avons fixé avec la nouvelle compagnie à Ho, où nous avons eu de cesse de réfléchir sur la préservation de l'environnement, l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique. Et donc on leur donne les modules nécessaires pour qu'ils puissent ensuite, dans leurs îles et atolls, proposer
leur formation dans les communes pour aider à améliorer le quotidien. Le SMA, localement, dépend, en fonction du territoire ou du département, du préfet ou du haut-commissaire qui préside, je vous l'ai dit, le conseil de perfectionnement, qui est ensuite validé ici à Paris par le directeur général des Outre-mer. Et localement, le référent du chef de corps est le préfet. Il n'est mis à disposition des armées que sur demande particulière, ou soit demande de concours, soit demande de réquisition, du préfet ou de l'amiral ou général commandant la zone, les forces armées localement, en particulier en cas de catastrophe naturelle. Bon, on entretient bien entendu des liens interministériels avec les armées, puisque nous en arrivons, et puis nous y retournerons. Avec le ministère de l'Éducation nationale, j'en ai parlé, puisque nous avons 40 professeurs détachés, et le ministère du Travail, en particulier, lorsqu'il a fallu aligner le traitement des volontaires sur le contrat emploi jeune, puisque le montant versé par le contrat emploi jeune était supérieur au traitement proposé aux jeunes volontaires, et bien naturellement, ils allaient plutôt vers le CEJ que de venir dans les formations administratives du service militaire adapté. Nous avons deux instances particulières. Le comité interministériel de coordination du service militaire adapté, coprésidé par le général chef de la division emploi de l'état-major des armées, mon représentant, et bien entendu par le délégué général, le directeur général pour les Outre-mer, le préfet Jacob, pour les grandes orientations du SMA. Et puis nous avons un comité d'orientation stratégique qui se réunit chaque année, qui nous donne les orientations, où vous avez là l'ensemble des acteurs que j'ai évoqués, le DGEFP, le DGESCO, bien sûr l'état-major des armées, le COM-SMA et le DGOM, qui préside avec, là encore, le général Mabin, qui est le chef de la division emploi de l'EMA. On a bien entendu un certain nombre de conventions localement, à la fois avec les collectivités territoriales, mais également avec un certain nombre d'autres acteurs économiques. L'objectif étant pour nous d'avoir le plus grand nombre d'appuis pour trouver, à l'issue d'une formation professionnelle dans nos formations administratives, un emploi pour le jeune. Alors, vous l'avez dit, nous sommes souvent cités comme étant une réussite des politiques publiques outre-mer. Bon, d'abord, elle est portée par ses excellents résultats, fruit de plus de 60 ans d'investissement et finalement de connaissance du dispositif dans les territoires et départements d'outre-mer. Bien souvent, les formations du service militaire adapté sont plus applaudies que les forces armées le jour du 14 juillet. Ce qui prouve que la population est attachée à ce dispositif. Raison aussi pour laquelle il perdure aujourd'hui, parce que les élus ont souhaité que ça continue. Donc nous sommes suivis sur un certain nombre d'indicateurs stratégiques, en particulier l'insertion socio-professionnelle. L'année dernière, donc les résultats 2023 sont quasi similaires à ceux de 2022. 83,6% des jeunes qui sont passés par le dispositif du SMA ont trouvé un emploi, dont 2 tiers d'un emploi durable, c'est-à-dire soit un CDI direct, soit un CDD supérieur à 6 mois. Et pour le reliquat, ce sont essentiellement ou des poursuites de formation à l'extérieur, ou ce que l'on appelle des sorties positives, c'est donc des contrats inférieurs à 6 mois. J'ai un devoir, enfin mes chefs de corps ont un devoir de suivi des jeunes à 6 mois de leur sortie pour savoir ce qu'ils deviennent. Bon, vous savez que nous ne pouvons pas manipuler les chiffres une fois qu'ils sont sortis, mais dans les études qui ont été conduites, 5 ans après, 80% des jeunes qui sont passés par le SMA et qui avaient un emploi en sortant sont, pour 80% de la classe d'âge considérée, toujours à l'emploi,
Alors ce ne sont pas forcément les mêmes qu'au départ, mais globalement, on reste sur ces chiffres-là. Bon, les facteurs qui expliquent la réussite, c'est, je vous l'ai dit, les facteurs historiques pour commencer, parce qu'on fait partie intégrante des territoires et départements, et que la plupart de nos volontaires ont souvent de la famille qui y est passée, et qui, au regard de leur expérience, voyant leurs frères, sœurs, cousins, cousines galérer un peu, si je puis me permettre, eh ben, les orientent vers le SMA, parce qu'ils savent que derrière, un minimum de 8 jeunes sur 10 sort avec un emploi. Donc, le caractère militaire a une plus-value certaine, c'est-à-dire que ce que je peux faire, les établissements de l'AFPA ne peuvent pas, c'est que le contrat du jeune, qui est un contrat militaire volontaire, permet d'avoir une certaine autorité lors des formations professionnelles, et le jeune est appuyé, conduit, épaulé, tutoré pour aller jusqu'au bout de sa formation, sachant que le cadre militaire qui est là et qui est le formateur n'a pas vraiment d'horaire à donner à ce jeune. On n'est pas contraint aux 1600 heures de formation professionnelle pour obtenir le diplôme. S'il faut passer plus de temps pour le jeune, eh ben on passe plus de temps pour le jeune. Et la journée commence tôt, peut finir tard, mais l'objectif est bien que le jeune, en sortant, ait un emploi. Donc les chefs de section qui sont à la manœuvre, hein, et qui encadrent ces jeunes inculquent les 5 règles de base, que l'on appelle les règles d'or, comme vivre dans collectivité, en internat, travailler pour réussir, savoir travailler en équipe et en sécurité, rendre compte en particulier. Et bien entendu, la militarité leur redonne un peu le goût de l'effort, puisqu'ils ont pu aussi abandonner les activités physiques ou l'envie de se lever tôt pour aller travailler. Donc dans chaque régiment, pardon, le parcours de formation est ainsi borné par la militarité, et puis ensuite il s'agit de pouvoir travailler sur le volontaire dans sa globalité, le savoir-faire de base professionnel, hein, puisque bien évidemment les entrepreneurs connaissent le niveau de sortie des jeunes qu'ils reçoivent et appliquent bien entendu le droit du travail avec la formation tout au long de la vie. Et ils préfèrent avoir des jeunes finalement bien éduqués, respectant les règles de base de leur entreprise, plutôt que d'être obligés d'attendre à 10 h du matin l'éventuel jeune garçon ou jeune fille pour venir travailler. Ce parcours de formation professionnelle avec des militaires et des professeurs a donc prouvé son efficacité aujourd'hui. La finalité du service militaire adapté, c'est bien la capacité à faire, grâce à un apprentissage contextualisé, une pédagogie fondée sur la mise en situation, et la qualité du parcours qui est proposé est adaptée à la capacité du jeune qui suit le dit parcours. On peut bien entendu dupliquer ce dispositif. Bon, nous, le taux d'encadrement est à peu près de 20%, 1 pour 5, avec une certaine discipline, ce qui fait notre force, puisque on peut sanctionner, mais on sait aussi récompenser. Et puis, pour nous, il nous semble prioritaire que les jeunes soient pensionnaires, parce que ça permet de les avoir au quotidien sous l'autorité du personnel militaire, et donc de lui garantir un certain rythme de vie et un certain cadre pour continuer à progresser. Bon, je l'ai dit, hein, en 1996, lorsque le président Chirac a décidé de suspendre le service national, nous sommes passés sur la base du volontariat. Donc c'est la deuxième force du SMA, c'est-à-dire que ceux qui y viennent ne viennent pas parce qu'on les a appelés ou parce qu'on les a forcés, mais bien parce qu'ils veulent s'en sortir. Donc le jeune, en fonction de la filière professionnelle qu'il a suivie, peut bien entendu rentrer directement dans la vie active, parce qu'il est titulaire d'un titre professionnel ou d'une qualification professionnelle particulière, ou sans celle-ci, il a réussi à convaincre, grâce à une période d'adaptation à l'entreprise,
l'employeur qui le prend et lui fait passer les qualifications nécessaires au cours de son appartenance à l'entreprise, ou alors il poursuit une formation ou sur le territoire ou dans l'Hexagone, ici à Périgueux. Bien entendu, en partenariat avec l'ADOM, certaines formations ne sont pas dispensées sur les territoires ou à Périgueux, et bien entendu, l'ADOM prend le relais pour que le jeune puisse aller suivre une formation professionnelle complémentaire dans l'Hexagone, dans un centre adapté. Les politiques publiques doivent, à mon sens, et prioritairement, coordonner les actions des différents organismes de formation. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce qu'il peut y avoir des compétitions entre organismes de formation. La formation est un gros gâteau, si je puis me permettre, qui peut rapporter gros. Et donc, chacun tire un peu la couverture à lui, justement pour que derrière, son chiffre d'affaires soit meilleur. Notre objectif, ce n'est pas que notre chiffre d'affaires soit meilleur, je n'en ai pas, mais que notre taux de réussite et d'insertion soit le plus élevé possible. Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, donc je vous l'ai dit, nous appartenons pour beaucoup à l'armée de terre. Sur les 1300 cadres, vous avez à peu près 1000 cadres qui sont originaires de l'armée de terre. Les autres proviennent ou du service de santé des armées, puisque je ne suis pas embasé comme dans les formations administratives de l'Hexagone. Je suis donc propriétaire de mes propres soutiens, alimentation, restauration et santé. J'ai un service constructeur également, ce qui n'est pas le cas des formations administratives de l'Hexagone, puisqu'il y a un service dédié. Donc ce personnel est mis à disposition par les directions de ressources humaines de l'armée de terre et des directions et services. Ce sont des cadres en général matures, puisqu'ils arrivent avec des fonctions de chef de section ou de chef de service. Et aujourd'hui, il ne faut pas que nous descendions en dessous du volume qui est le nôtre, c'est-à-dire d'un ratio d'encadrement de 21 à 22%. Bien entendu, aujourd'hui, il y a de tentations pour multiplier le dispositif dans d'autres îles et atolls. Il y a la limite, bien entendu, de ce que les armées peuvent faire, parce que le chef d'état-major des armées a une enveloppe contrainte, et il prend sur cette enveloppe pour donner au service militaire adapté. Par ailleurs, mais ça ne dépend pas du SMA, vous avez un certain nombre de sous-officiers ou d'officiers originaires des territoires qui sont affectés dans les territoires, pas forcément dans leur territoire, mais ça c'est fonction des administrés bien entendu, et des postes à pourvoir. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur un plateau de recrutement à 6000 bénéficiaires. Ça semble être ce que nous savons faire de mieux. La crise Covid et la difficulté que générait à la fois la vaccination obligatoire contre le Covid qui était imposée par le schéma vaccinal des armées, mais également l'alignement sur le CEJ qui a généré quelques difficultés de recrutement, n'existe plus aujourd'hui. Tout a été levé en août 2023 et donc la tendance du recrutement nous laisse à penser que nous devrions atteindre cette année de nouveau le chiffre de 6000 bénéficiaires. Un peu plus de 5800 pour l'année 2023, ce qui est, quand vous connaissez les difficultés des 8 premiers mois avec l'obligation vaccinale et l'alignement du CEJ, et l'opération Wambushu à Mayotte qui nous a privés d'un volume de recrutement puisque le quartier avait été dévolu à des escadrons de gendarmerie. Nous sommes finalement sur le trait, si je puis me permettre. Alors pourquoi je vous dis que 6000 est ce que nous savons faire et qui risque de rester ce que nous faisons de mieux? Parce qu'à l'horizon 2030, en regardant finalement la démographie des territoires et départements, il ne s'agit pas d'aller chercher au-delà des 10% d'une classe d'âge, ce que nous faisons aujourd'hui,
Alors c'est adapté en fonction des territoires. Bien évidemment, vous savez que Mayotte et la Guyane ont un fort taux de natalité avec une croissance démographique importante. Et donc nous opérons des bascules d'efforts entre les Antilles où malheureusement deux facteurs concurrents vident les deux îles de la Martinique et de la Guadeloupe de leur jeunesse. La première, c'est bien entendu le solde naturel qui est négatif, et puis ensuite un solde migratoire très important parce que nombre de jeunes quittent le territoire, leurs îles, pour aller faire leurs études ou dans l'Hexagone, voire au Canada. Voilà, donc le vivier dans lequel nous allons puiser à hauteur de 10% dans ce créneau 18-25 ans se faiblit aux Antilles, reste stable à La Réunion, est en forte augmentation à Mayotte et en Guyane. Donc des bascules d'efforts de cadre sont en cours pour réduire un peu la voilure des régiments des deux départements américains, pour basculer pour une partie sur la Guyane, pour une partie sur Mayotte, et puis quelques membres vers la Polynésie française, puisqu'il faut créer une compagnie supplémentaire, comme l'a souhaité le président de la République. Je le disais, avec 1300 cadres, on a une organisation optimisée, et je ne cesse de dire qu'il faut contenir maintenant son développement à ce qui existe, non seulement parce que de nouvelles formations administratives coûtent de l'argent à la République, mais également parce que pour aller faire autre chose ailleurs, il faudra que je prenne de la substance dans les formations administratives existantes pour aller créer d'autres formations administratives. Parce que, bien entendu, aujourd'hui, mon format est à 1300 cadres, et en dehors d'une décision qui n'est pas de mon niveau, eh bien, les effectifs des cadres n'augmenteront pas. Alors, on a dans le plan Ambition Horizon 2030 un objectif qui est de former éventuellement les jeunes chefs d'équipe. Ça passe bien entendu par un stage qui ne peut être un stage long au sein de notre formation, parce que bien évidemment, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que le chef d'entreprise souhaiterait vous donner des qualifications supplémentaires, ce stage de chef d'équipe, il doit se faire sur la base d'un stage auprès du SMA, parce que vous n'allez pas perdre votre rémunération pour venir au SMA le temps de la formation et revenir à l'entreprise. Il y a une perte financière trop importante, et donc on propose, et on va proposer dès cette année, des stages justement de chefs d'équipe aux entreprises pour permettre d'améliorer à la fois les compétences de leadership et de manager de ces jeunes futurs chefs d'équipe, mais également renforcer les entreprises qui sont désireuses de voir leurs jeunes progresser. Alors, il m'a été demandé de parler aussi des métiers de la sécurité. Dans chacune des 7 formations administratives, nous avons une filière qui dure 1 an d'agents de prévention et de sécurité. Alors, ou une cohorte d'une 20aine par an, voire dans les grosses formations administratives comme à La Réunion et en Guyane, une 40aine. Voilà, donc c'est une formation qui est longue, parce qu'elle est maillée d'un certain nombre d'examens contrôlés par les préfectures ou les hauts commissariats, et qui délivrent un titre professionnel sans lequel vous ne pouvez pas exercer. Il vous faut une carte professionnelle pour pouvoir exercer le métier d'agent de prévention et de sécurité. Et donc, bien entendu, nos jeunes suivent cette formation, obtiennent le titre 3, et on a à peu près en moyenne 50 jeunes par an, sachant que les formations se chevauchent. Voilà, donc de 50 à 80. Il nous avait été demandé de regarder si on était en capacité d'en déployer pour les Jeux Olympiques. Bon, au maximum, on pouvait en déployer qu'une 30aine, parce qu'il faut être titulaire de la carte professionnelle pour pouvoir exercer. On a d'autres filières, bien entendu, au profit d'administration, qui sont les préparateurs. Donc on a une filière qui s'appelle la PMSPA, préparation au métier du service public et de l'administration, donc qui facilite l'accès aux concours de la fonction publique, du service public, et pas uniquement dans le domaine de la sécurité.
On a un partenariat étroit, par exemple, à Mayotte, avec la gendarmerie, qui, pour avoir des gendarmes adjoints volontaires ou des sous-officiers de gendarmerie, nous a demandé une filière particulière. On assure la formation militaire initiale et ensuite c'est une formation qui est réalisée par les gendarmes sur la base des cours nécessaires à connaître pour pouvoir passer le concours de gendarmerie et de sous-officier. On vient d'en ouvrir une également en Guyane. Voilà. À titre d'exemple, les textes législatifs ou réglementaires qu'il conviendrait d'adapter. Bon, pour mieux répondre aux enjeux d'insertion, parce que c'est ça l'objectif, hein, et puis pour changer les systèmes d'information, nous on a un verrou qui est la RGPD. Et tant que la RGPD est en place, on peut difficilement échanger avec d'autres organismes, raison pour laquelle d'ailleurs je ne peux pas renseigner au-delà des 6 mois le taux d'insertion, puisque je n'ai pas autorisé, je ne suis pas autorisé à manipuler les chiffres. Et donc, comme ce sont des croisements de données entre Pôle emploi et le numéro INSEE, ben moi je ne suis pas autorisé à le faire, donc ce sont des organismes spécialisés qui doivent pouvoir le faire. Voilà. Bon, après, vous avez bien entendu, pour un certain nombre de territoires, au regard du décrochage des rémunérations par rapport au coût de la vie, eh bien, un effort potentiel à faire, mais qui ne touche pas que les militaires, hein, bien entendu. Donc, qui est en cours d'étude au moins au ministère des Armées, qui s'appelle l'indemnité de résidence dans les Outre-mer, qui vient essayer de faire un peu ce que fait l'indemnité de résidence à l'étranger, que vous connaissez, et qui vient moduler en fonction des facteurs économiques des territoires un montant financier adapté au coût de la vie localement. Voilà. Et puis, pour nos jeunes, parce qu'il faut aussi penser à nos jeunes, vous avez j'ai une difficulté particulière qui est liée à cette indexation dans les territoires. C'est que les jeunes du service militaire adapté qui sont volontaires techniciens ont une solde qui est indexée sur celle du territoire. Et je ne suis pas compétitif pour proposer un premier emploi en milieu militaire comparativement à d'autres lorsqu'il est titulaire d'un titre professionnel de peintre en bâtiment et que je cherche un formateur. Je vais le payer en Guadeloupe 1100 € pendant qu'à l'extérieur, on va lui proposer 2000, 2100 €. Même si derrière ces 1100 €, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, bien évidemment, que sont en particulier le logement et l'alimentation. Mais comme tout jeune, à la fin du mois, je regarde ce qui tombe sur mon compte et je préfère avoir 2002 que 1100. Même si je fais abstraction du logement et de l'alimentation qui est compris dans le contrat. Voilà. J'en ai terminé. J'ai essayé de répondre à vos questions. Merci, Général, pour votre exposé vraiment très, très précis. Je vais laisser la parole à nos rapporteurs, donc Philippe Bas, puis Victorin Lurel. Mon général, j'ajoute mes remerciements à ceux de notre présidente. Votre exposé a été tellement complet que les questions que j'avais mis en réserve ont été largement anticipées. J'ai quand même envie de vous demander quelles pourraient être les perspectives d'extension du service que vous assumez, tout en ayant parfaitement compris ce que vous nous avez dit de la manière la plus claire, c'est-à-dire qu'il n'est pas réaliste d'imaginer augmenter le potentiel de 10% d'une classe d'âge, et c'est déjà un très beau résultat, je trouve, parce que ça n'est pas anecdotique dans cette population. Mais est-ce que des évolutions vous paraîtraient souhaitables si vous en aviez les moyens? Par exemple, vous soulignez que sur le plan de l'information statistique, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'informations au-delà du premier semestre suivant la fin de la formation. Ce n'est pas l'aspect statistique qui retient mon attention, c'est l'idée que peut-être ces jeunes
même s'ils ont un taux d'insertion professionnelle très élevé, pour être accompagnés dans des missions d'intérêt général qu'une partie d'entre eux peuvent avoir. Vous en faites en quelque sorte des agents de développement économique et social dans la société ultramarine. Est-ce qu'au-delà de la formation, on peut concevoir l'idée d'un accompagnement dans leur action d'agents de développement économique et social, si on peut les qualifier de cette manière? Vous avez évoqué par ailleurs la formation à des missions de sécurité. On a naturellement tendance à penser qu'un encadrement militaire conduit assez naturellement vers ce type d'orientation. Mais de fait, ça n'est le cas que marginalement, puisque vous avez cité 50 à 80 jeunes dans ces formations. Est-ce que c'est pour vous une priorité de développer cette orientation ou au contraire, vous préférez, pour maintenir un flux de volontaires suffisamment ouvert sur d'autres centres d'intérêt, éviter qu'on finisse par assimiler le service militaire adapté à une organisation de recrutement pour former à des missions de sécurité? Donc en vous posant la question, je formule déjà l'amorce d'une réponse, mais j'aimerais la valider avec vous. Plus généralement, au fond, le bilan est bon, vous l'avez rappelé. Nos sociétés ultramarines adhèrent fortement à ce dispositif, vous l'avez rappelé aussi, mais précisément parce que ça réussit bien, j'ai envie de vous demander de quoi rêveriez-vous pour l'avenir du service militaire adapté pour franchir de nouvelles étapes? Monsieur le sénateur, si je puis me permettre, alors pour répondre à votre première question, bon, bien évidemment, les chefs de section, qui sont ceux qui encadrent les jeunes et qui ont charge d'âme, font tous les efforts nécessaires pour aller s'occuper des jeunes bien au-delà de leur passage en régiment. Bon, alors on est confronté à un petit problème, c'est que les jeunes souvent changent de téléphone, ne regardent pas forcément leur adresse internet, mail, pardon, et donc de ce fait, on perd un peu le contact. Bon, pour aller un peu plus loin, nous avons un certain nombre de jeunes qui s'inscrivent directement dans une activité particulière et qui sont référencés. Ce sont les jeunes qui suivent justement dans les territoires où les risques naturels sont importants, suivent un module particulier qui est dispensé par la sécurité civile, qui est le équipier sauvetage déblaiement. C'est donc quelque chose qui est plutôt lié aux périodes cycloniques ou aux zones voilà, ça va me revenir pour donc en fait les zones sismiques, merci. Voilà, donc ces jeunes sont formés, contrôlés, inscrits auprès de la préfecture parce qu'ils ont une validité de diplôme de 3 ans, pardon. Donc ces gens-là continuent à contribuer et peuvent intervenir. Ça a d'ailleurs été le cas en janvier dernier en Guadeloupe, où un certain nombre de jeunes qui étaient plutôt de la région de Basse-Terre sont allés spontanément aider et sont allés rejoindre les quelques personnels du SMA qui ont été déployés pour aider la population suite à la tempête tropicale. On a créé le 6 juillet 2023, sous l'égide de la Fondation Agir contre l'exclusion, la Fondation du service militaire adapté. Elle a pour objet aussi d'aller accompagner des jeunes pour lesquels il reste encore quelques leviers à l'insertion. L'objectif étant de les aider soit financièrement, soit par du tutorat et du mécénat de compétences, à les emmener au plus loin dans leur projet professionnel. Typiquement, un jeune, lorsqu'il sort du SMA, va avoir une difficulté à se loger. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas chez ses parents et qu'il n'a pas de véhicule, et qu'il a besoin d'être à proximité de son lieu de travail,
eh bien, il ne pourra pas souscrire à un logement parce que les revenus qu'il a eus pendant l'année ne sont pas suffisants, parce qu'il n'a pas non plus de bulletin de salaire, et donc lorsqu'il faudra monter le dossier, il ne pourra pas prétendre à un logement puisqu'il ne sera pas capable de payer une caution, il n'aura pas les 3 bulletins de salaire nécessaires. Donc cette fondation, elle a pour objet, par exemple, d'aider par le biais de bailleurs sociaux avec lesquels la fondation est en partenariat, proposer la gratuité de la caution et des 3 premiers mois pour le jeune, charge à la fondation de remplacer le jeune et donc pendant les 3 mois où il est à l'emploi, obtenir les documents nécessaires pour aller plus loin et donc pouvoir continuer à louer le logement qui lui a été trouvé. C'est également l'accompagnement dans la création d'entreprises. Aujourd'hui, créer une entreprise, c'est pas si simple. En dehors des statuts juridiques, il faut aussi s'assurer potentiellement d'un business plan pour se voir prêter de l'argent. Il faut ensuite, à l'issue d'un premier exercice, rendre des comptes financièrement. Donc, la Fondation aujourd'hui a dans ses partenaires qui font du mécénat de compétences, des banquiers qui peuvent aider à faire un business plan, des juristes en capacité d'aider à la rédaction des statuts, mais bien entendu aussi des experts comptables pour permettre aux jeunes, au bout d'une année, de rendre des comptes pour pouvoir payer ses impôts sur la société. Donc on essaye d'aller plus loin, et ça rebondit un peu sur votre deuxième question. On ne l'a pas rêvé. Chef de corps en 2009, moi je m'étais inquiété de savoir ce qu'allaient faire à l'époque 18% de jeunes Guadeloupéens qui passaient par le régiment et qui n'allaient pas à l'emploi. Donc je me suis posé la question de savoir quelle aurait pu être une action complémentaire pour leur permettre d'aller à l'emploi. Bon, en prenant le SMA, j'ai demandé à ce qu'on regarde plusieurs choses. Là, les maisons du SMA dans l'Hexagone, pour qu'un certain nombre de jeunes qui viennent suivre des formations complémentaires dans l'Hexagone aient un point auprès duquel ils puissent se rattacher pour un certain nombre de démarches administratives. Et puis la fondation en disant voilà, comment je peux aider un jeune à s'installer. Donc ça a été un travail long, d'un peu plus de 2 ans, donc qui a abouti au choix d'être une fondation abritée pour 1000 raisons. Je n'ai pas le support juridique, je n'ai pas les équipes, la fondation n'a pas les équipes pour pouvoir assurer toutes les fonctions d'une fondation. Et puis il aurait fallu attendre 5 ans pour pouvoir bénéficier du statut de fondation reconnue d'utilité publique pour les rescrits fiscaux pour les donateurs. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi plutôt d'être abrité pour commencer. Voilà. L'objectif, c'est 210 jeunes accompagnés par an. 210 jeunes sur les 4800, ça va faire à peu près 4% en plus. Et donc notre objectif, c'est d'essayer d'être encore plus performant, parce que l'argent public qui nous est donné au titre de la LFI pour constituer le budget du SMA ne peut pas tout faire. Et l'argent privé qui nous est donné, qui est donné à la Fondation, ainsi que les mécènes de compétences, va permettre justement d'aller encore plus loin pour accompagner ces jeunes. Pour les métiers de la sécurité que vous évoquez, il y a des restrictions à la mise en formation. La première des restrictions, c'est que le jeune, lorsqu'il se présente, il doit avoir un casier judiciaire vierge. Nombre de jeunes ont pu être sous main de justice avant leur majorité. Il y a effacement à la majorité, mais certaines affaires lourdes restent inscrites. Et puis après, comme c'est un document nécessaire pour l'obtention de la carte professionnelle, bien évidemment, moi je ne peux pas faire tout et j'accepte des jeunes avec des casiers légers, mais je ne peux pas surseoir au casier vierge pour l'agent de prévention et de sécurité. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on a des cohortes de 12 en général, 2 cohortes par an, 24 par régiment, multiplié par 7, vous avez 80 jeunes qui y passent. Mais je pourrais, dans les gros régiments, j'ai plus de jeunes en formation d'agents de prévention et de sécurité, parce que le bassin
et le vivier dans lequel je puise est supérieur. Mais là aussi, je ne fais pas de la formation uniquement pour de la formation, je fais bien de la formation pour aller insérer le jeune dans la vie économique. Et les sociétés de gardiennage privées qui emploient ces agents de prévention et de sécurité, eh ben, elles ont un volume de personnel dans leur structure qui reste fixe ou qui progresse légèrement et qui ne progresserait sans doute pas à la vitesse à laquelle on pourrait former des agents de prévention et de sécurité. Raison pour laquelle on reste sur un volume modeste. Voilà. Et ce sont des sociétés, vous le savez, où le turnover des agents est très important. En général, un agent fait 2 à 3 sociétés et au bout de 3 ans change d'orientation. Parce que la rémunération n'est pas là et parce que le métier reste difficile. Merci. Victorin Lurel. Merci Madame la Présidente. Monsieur mon général, je suis très content de vous avoir, puisque j'avoue avoir eu une sorte de propension à l'époque pour ce service-là. Et je suis resté un petit peu attentif à son évolution. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Autant c'est bien vu, et depuis longtemps, le RSMA, autant depuis une dizaine d'années, on entend une critique, notamment par certains militants politiques, certains partis politiques, pour dire on ne peut pas concevoir la formation et l'insertion des jeunes sous l'angle militaire. La militarisation de l'encadrement de la jeunesse. Ça a été dit dans une campagne électorale. C'était Ségolène Royal, et j'entends récemment notre Premier ministre dire on va peut-être aller là. C'est une demande sociale, de dire qu'il y a quelques vertus à faire de la formation civique et citoyenne, et le RSMA est bien placé pour le faire. Mais j'ai entendu chez moi en Guadeloupe des syndicats et des partis politiques, notamment nationalistes, dire que ce n'est plus concevable et qu'il faut, à côté du RSMA, notre arsenal de moyens pour des formations d'une autre nature. Donc c'est politique et philosophique, mais je vous soumets cette affaire-là. Est-ce que c'est arrivé à votre niveau sur la nature, l'identité de ce type de formation et son utilité, sa pertinence et son efficacité? Deuxième question, c'est sur l'efficacité. Moi, ministre, à l'époque, on se réjouissait tous, et c'est toujours le cas, sur le taux d'insertion. De dire qu'à l'époque, c'était 75-80% des jeunes formés au RSMA s'inséraient. Il y a eu une polémique, je ne sais pas si c'est arrivé à votre niveau, sur la qualité de l'indicateur. Est-ce qu'il était fiable? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a des chroniques publiées pour savoir un peu le cheminement de celles et de ceux qui ont été formés au RSMA? Qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Donc peut-être que ça peut monter en puissance et vérifier ça. Troisième question. Aujourd'hui, quel est le déploiement logistique du RSMA dans les territoires? À l'époque, il y avait une controverse entre la Guadeloupe et Saint-Martin. Fallait-il réserver un quota pour les jeunes Saint-Martinois ou construire un centre à Saint-Martin? Il me semble que la décision qui a été prise, c'est de dire qu'il y aura une centaine de places ou 75 places réservées pour les jeunes de Saint-Martin en Guadeloupe. Deuxième chose, il y avait la même controverse sur Wallis et Futuna. À l'époque, fallait-il construire un centre, un régiment ou une brigade? Vous me direz quelle est la distinction en termes de corps. Où en est-on aujourd'hui? Et à Mayotte, il y a eu pendant longtemps des interrogations. Je crois que c'est réglé aujourd'hui. Il y a donc un régiment à Mayotte. Bon, donc j'aimerais savoir aujourd'hui quels sont vos besoins dans ce domaine-là. Ensuite, quel est le montant de votre budget aujourd'hui? Moi, en 2012, c'était déjà l'objectif RSMA 6000. Et ça a pris beaucoup de temps. Et compte tenu que c'est du volontariat, c'est pas si simple que ça pour obtenir ces chiffres-là. Donc on est encore sur cette trajectoire-là.
Et c'est vrai que c'est tangentiel, mais j'en apprends que vous êtes à 5 800, 6 000, on est proche de ça. Est-ce que d'autres objectifs vous ont été assignés, 7 000, 8 000, 10 000? Ça me paraît compliqué. Il a un peu déjà répondu. J'aimerais savoir quelle est la journée type d'un jeune stagiaire chez vous. Le matin, réveil tôt, on fait le lit, on salue le drapeau, on dit bonjour au chef. Est-ce que c'est bien ça? Non, mais vraiment, parce que la question a été posée. Ensuite, est-ce que la question qui a été posée, que j'avais moi-même portée, j'ai pas eu gain de cause, d'autres élus, d'autres territoires l'ont pris. On avait demandé, à côté du RSMA, peut-être pour parfaire son périmètre de formation, d'avoir des épides. Des établissements publics d'insertion, et on disait de défense nationale, mais c'était pour l'emploi. Mais il y avait une possibilité d'avoir un épide, puisque c'est interministériel avec le ministère du Travail, il y a aussi le ministère de la Défense. Ça a toujours été refusé, et c'était dans l'optique de l'encadrement militaire ou une dose de militarité, comme vous dites. Ça n'a jamais été adopté. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que dans les Outre-mer, il n'y ait pas d'épide? Bon, pourquoi pas? Enfin, est-ce que vous avez des liens avec les sessions régionales de l'IHEDN? Est-ce que, au-delà de la question posée sur la sécurité, les métiers, mais est-ce que, au-delà de donner une formation, mais le savoir-être, le savoir-devenir, est-ce qu'il y a des relations avec les sessions régionales de l'IHEDN? Est-ce que, dernière question, ça vous paraît approprié, pertinent pour l'Hexagone? Le président Hollande m'avait interrogé à l'époque en disant, mais ton histoire de RSMA, ça nous paraît bien. Est-ce qu'on pourrait généraliser ça? En guise de réponse, il y a eu, comment on appelle ça, le SNU, le service civique, là, c'est ça ouais, voilà, le service, ouais, voilà. Donc, quel avenir pour le RSMA? Est-ce que ça restera, je ne sais pas, péjoratif, enfermé dans les Outre-mer, ou est-ce que ça peut essaimer en Hexagone? Monsieur le sénateur, le petit frère du service militaire adapté existe dans l'Hexagone, ça s'appelle le service militaire volontaire. Sa structure est un peu différente, le volume de jeunes accueillis est moindre, mais parce que vous avez aussi sur le territoire bien plus de centres de formation, que ce soit de l'AFPA ou des lycées professionnels qui peuvent dispenser des formations professionnelles au profit des jeunes. Raison pour laquelle l'objectif du général Brulon, qui commande le service militaire adapté, est de 1500 jeunes. D'ailleurs, un centre a été ouvert à Marseille il y a 2 jours. Peut-être pas forcément à grand bruit, mais le secrétaire général pour l'administration est allé sur place avec le général commandant, le directeur du service national et de la jeunesse, pour inaugurer ce nouveau centre qui avait été voulu par le président de la République à l'occasion d'un de ses déplacements à Marseille. Donc je dirais que le prolongement du SMA dans l'Hexagone est le service militaire volontaire. Vous disiez 6, 7, 8, 10 000 jeunes. Je reviens au propos que j'ai tenu tout à l'heure, c'est que nous essayons d'atteindre 10% de la classe d'âge pour pouvoir armer nos régiments. J'ai demandé à mon état-major de regarder, et c'est assez facile parce que ceux qui seront en 2030 potentiellement dans le vivier sont déjà nés. Et donc, sur les 2 500 à 700 000 habitants que comptent nos territoires et départements, la classe d'âge des 18 à 25 ans à l'horizon 2030 est à environ 400 000. Lorsque je divise par le nombre, par le créneau des 7 et que je ramène à 10%, je serai à 4 500 jeunes. À 10%.
comme je vous l'ai dit, on peut faire effort pour aller au-delà. Mais de toute manière, il y a une contrainte qui restera, c'est celle du taux d'encadrement de 20%. C'est pour ça que dans le cadre du plan SMA 2025 que j'ai regroupé, parce que bien entendu vous aviez SMA 2025, mon prédécesseur 2025+, à la demande du ministre Lecornu, ministre des Outre-mer de l'époque, d'augmenter de façon significative. Il a souhaité 10%. Bon, Bercy nous a dit, avant que je ne vous donne de l'argent, atteignez les 6 000 de nouveau, soyez en croisière à 6 000 et on verra pour augmenter les effectifs. Bon, moi, financièrement, aujourd'hui, puisque c'est une question que vous avez posée, le budget du service militaire adapté est d'environ 300 millions d'euros, dont une grosse partie correspond au traitement et salaires, à la fois des volontaires et des cadres, à peu près les 2/3. Le reliquat étant divisé en deux parties. Une partie fonctionnement courant, de l'ordre de 55 à 58 millions d'euros, et puis une partie investissement du complément pour aller à 100 millions. Le fonctionnement, c'est bien entendu toute la partie alimentation, soutien, entretien des matériels et de l'immobilier. Et puis l'investissement, c'est les acquisitions nécessaires au plateau pédagogique pour la formation professionnelle. Au fonctionnement courant, c'est les véhicules, par exemple, de double commande pour permettre à la majorité des jeunes qui viennent au service militaire adapté de passer le permis de conduire, parce que bien entendu, plus vous avez de voitures, plus vous avez de chances de leur donner du temps de conduite. Oui, j'y arrivais. Oui, bien sûr. Non, mais donc en fait, exactement, 67% de mon budget, c'est la LFI. 32% c'est le FSE et donc l'Europe, et le reliquat étant pour une faible part les taxes d'apprentissage et pour 1,2 à 1,5% les collectivités territoriales, l'appui localement des régions et des territoires au profit du service militaire adapté. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à mes collègues. Alors, je vous propose trois questions avec, et puis nous répondrons, le général répondra après 3 interventions. Donc, je commence par Vivette Lopez, puis Annick Petrus et Marie-Laure. Merci Madame la Présidente Générale, merci pour votre exposé très intéressant. Moi je voudrais évoquer le recrutement. Alors certes, je sais que vous êtes militaire, mais vous ne faites pas cette formation pour le recrutement militaire. Néanmoins, est-ce que au bout de ces 6 mois ou 12 mois de formation, cela a-t-il pu éveiller des vocations? Est-ce que certains jeunes ont envie d'intégrer donc l'armée, de terre, de l'air ou de la mer, peu importe, ou au contraire, y a-t-il des jeunes qui au bout de quelques jours ou voire au bout d'un mois ne veulent plus rester et souhaitent partir de chez vous? Est-ce que l'armée est intéressée par ces jeunes? Parce que à l'époque où il faisait 24 mois, il y en avait peut-être qui après s'engageaient définitivement. Est-ce que ça peut être le cas? Est-ce que l'armée est intéressée par ces jeunes-là? Et deuxième petite question, est-ce que vous avez des difficultés pour trouver des entreprises qui recrutent ces jeunes-là? Je vous remercie, Général. Annick Petrus. Merci Madame la Présidente. Merci mon général pour votre exposé fort riche. Le RSMA ne se présente plus. Nous savons tous j'ai envie de dire les bienfaits du RSMA sur les différents territoires où ils sont implantés, notamment en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi qu'à Périgueux, avec un centre dédié à la mobilité et à la formation.
Le RSMA est en capacité d'accueillir chaque année plus de 6 000 bénéficiaires. Ce dispositif apparaît comme particulièrement performant puisque le taux d'insertion stagiaire en emploi ou en poursuite de formation des volontaires stagiaires atteint des niveaux très satisfaisants, entre 74 et 77%, eu égard aux caractéristiques socio-économiques des Outre-mer et des jeunes sélectionnés. De plus, ces résultats montrent en outre une tendance à l'augmentation en la qualité de l'insertion révélée dans la quasi-totalité des territoires par la part croissante des emplois durables, ainsi la part des volontaires stagiaires bénéficiant d'un emploi durable, CDI ou CDD, dans les 6 mois suivant la fin de leur formation au SMA dépasse les 50%. Alors, à Saint-Martin, nous avons quelques 4000 jeunes de moins de 25 ans, déscolarisés, qui ne sont ni dans le monde du travail, ni dans celui de la formation professionnelle. Ce douloureux constat met à mal la cohérence sociale de mon territoire. Le RSMA représente une solution pour ces jeunes en leur proposant des formations professionnelles parmi un panel de 28 filières de métiers, mais aussi en leur redonnant un cadre structuré et des valeurs. Cependant, le coût de formation, l'éloignement, l'absence des familles en Guadeloupe sont des freins au départ de ces jeunes Saint-Martinois qui ont aussi cette incapacité de se loger. Vous en avez fait allusion tout à l'heure. Récemment, l'implantation d'un RSMA à Saint-Martin a été de nouveau remise sur la table avec la mise en place d'une compagnie de formation professionnelle ou annexe du RSMA à Saint-Martin. Cette compagnie pourrait proposer ainsi 3 ou 4 filières de formation en relation avec les besoins territoriaux, à savoir BTP Tourisme, économie bleue ou verte. J'aimerais vous entendre sur ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Saint-Martin. J'aimerais aussi vous dire, et le rapporteur M. Lurel en faisait allusion tout à l'heure, nous avons une convention depuis 2014 avec le RSMA, c'est l'objectif 100, qui permet et qui est renouvelé avec la collectivité chaque année, et je m'en réjouis. Je vous remercie. Merci. Et puis je vais céder la parole à Marie-Laure Finiraoua. Merci, Présidente. Mon général, j'ai beaucoup apprécié votre intervention et je dois vous avouer que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail réalisé par le RSMA en Guyane. Aussi, sachez d'ailleurs que je milite pour le retour du service militaire en Outre-mer, en tous les cas chez moi, en Guyane. Mais en attendant, j'aimerais savoir si vous envisagez d'ouvrir un RSMA au RSMA de Guyane des sections susceptibles d'accueillir les jeunes filles mères comme cela existe ailleurs. Voilà, merci. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Donc oui, effectivement, l'objectif prioritaire de la formation professionnelle dans les régiments du service militaire adapté n'est pas l'intégration dans les forces armées. Et effectivement, nombre de jeunes qui, découvrant l'environnement dans lequel ils évoluent au quotidien, imaginent faire carrière, puisque nous avons l'opportunité de leur proposer des carrières dynamiques pour de militaires du rang de sous-officiers, voire d'officiers pour les plus brillants. Et donc, bien naturellement, un certain nombre de jeunes, pendant leur formation professionnelle, se renseignent pour pouvoir rejoindre les armées. L'année dernière, 584 jeunes, c'est-à-dire à peu près 10%, ont rejoint les armées. D'abord parce que les armées ont besoin aussi de jeunes qualifiés dans des métiers particuliers. Et parce qu'ils sont attirés bien naturellement, eux, vers le métier des armes. C'est assez différent en fonction des territoires. On a souvent tendance à dire que les territoires du Pacifique attirent beaucoup. Je dirais que l'année dernière, il a un petit peu moins attiré que les années précédentes. Et c'est... si je puis me permettre, monsieur le sénateur, la Guadeloupe qui tire le pompon, puisque 114 jeunes du SMA de la Guadeloupe ont rejoint les forces armées.
Alors, ils rejoignent les forces armées, les directions et services, avec un avantage, je dirais, pour la Marine nationale et l'armée de l'air, qui ont encore des implantations localement avec des formations administratives en capacité d'accueillir des jeunes qui restent sur leur territoire. L'armée de terre a beau avoir des formations administratives dans les territoires, ils viennent d'abord dans l'Hexagone et prétendent à retourner ensuite dans leur territoire lorsqu'ils le peuvent. Donc à peu près 10%. Voilà. Pour ce qui est de Saint-Martin, effectivement, depuis 2012, la convention SMA 100 existe. Elle a été mise en œuvre avec d'excellents résultats sur les 3 premières années, et puis ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, en enlevant l'année Covid, qui a quand même vu les effectifs du SMA baisser fortement, sur 6 années cumulées, 330 jeunes ont rejoint la Guadeloupe pour suivre des formations administratives, et une centaine seulement, vous allez me dire, une centaine sont retournés dans leur territoire et 75 sont allés à l'emploi. La difficulté aujourd'hui d'implantation du SMA, c'est que on ne sait pas, ou plus exactement, le préfet aujourd'hui ne sait pas où il pourrait installer un SMA. Donc dans les échanges qu'il y a actuellement entre le ministère des Outre-mer et la collectivité, il a été demandé de trouver un endroit où potentiellement il y avait du foncier pour installer, quelles étaient effectivement les formations professionnelles à dispenser et quels seraient les débouchés potentiellement localement. Parce qu'on parlait tout à l'heure de tissu économique et de société en capacité. Là encore, l'objectif, c'est bien de faire de la formation professionnelle pour insérer. Vous parliez du BTP. Sur les 6 ans, 17 jeunes avaient pris, 17 jeunes sont retournés sur les 75. Les 17 jeunes seulement sont allés dans le BTP à Saint-Martin. Alors j'entends bien qu'il faille développer, mais il faut aussi qu'il y ait des entreprises derrière en capacité d'accueillir ces jeunes. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la porte n'est pas fermée, mais qu'on attend de la collectivité et du préfet en place les éléments de réponse qui lui ont été posés à l'occasion d'un échange au cours du mois de novembre. Voilà. Pour ce qui est de la Guyane, bon, vous le savez, votre territoire est dynamique. Il va y avoir une bascule d'efforts certainement entre Cayenne et le Grand Ouest guyanais au regard de l'accélération de la population, ce qui fait que finalement le choix qui a été fait en 2009 d'implanter le SMA définitivement à Saint-Jean était plutôt une bonne idée, tout en conservant un pôle à Cayenne. Ce régiment fera l'objet d'une montée en puissance qui sera liée bien entendu à la capacité que nous avons à construire pour accueillir. L'objectif ici étant de permettre aux jeunes d'être dans de bonnes conditions d'accueil pour suivre leur formation. Ça commence par la formation militaire initiale, mais également dans les unités élémentaires. Dans le plan Horizon 2030, il y a un item pour les jeunes mères célibataires. Parce qu'on sait que ça représente une population importante, une population qui est souvent, parce qu'elle a été mère très jeune, peu diplômée, et donc nous cherchons les meilleurs moyens pour accueillir ces jeunes mères célibataires et de faire en sorte qu'elles soient là aussi avec leurs enfants. Donc aujourd'hui, vous avez un premier projet majeur qui est en cours de construction, encore en Guadeloupe, vous allez me dire, d'une crèche avec un certain nombre de lits partagés entre le régiment et la commune de Baie-Mahault, et qui permet d'accueillir ces jeunes filles, de les loger sur place, de pouvoir les déposer le matin, aller suivre leur formation et récupérer l'enfant dans une structure un peu particulière, puisque les horaires ne sont pas celles d'une crèche habituelle, mais adaptés au rythme de vie de la jeune femme. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est La Réunion qui a travaillé sur une crèche à vocation intergénérationnelle,
à savoir que les jeunes filles sont logées dans un bâtiment où il y a des gens d'âge plus avancé, en capacité, parce qu'ils sont référents, si on dépasse ces horaires, d'aller chercher l'enfant, de s'en occuper, charge à la jeune fille qui est logée et qui suit sa formation. Ensuite, de participer à la vie de la collectivité, et en particulier d'appuyer le week-end en allant faire des courses, en jouant au domino, parfois, avec la personne qui est référente pour l'enfant. Donc, en Guyane, bien entendu, ça fera l'objet d'une démarche particulière. Si vous voulez, nous avons commencé ce plan 2025 et 2025 plus que j'ai appelé Horizon 2030 parce que pour mettre mon grain de sel, j'allais faire 2025 plus. Donc ça n'a pas de grand intérêt. Donc j'ai essayé de donner un peu de lisibilité. Et donc, bien entendu, on conduit une expérimentation. Lorsqu'elle est validée, on généralise. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'ensemble des régiments du service militaire adapté peuvent proposer le permis pour tous. C'est-à-dire tous les jeunes qui sont non titulaires du permis de conduire, mais qui sont dans les règles. Parce que je lutte aussi contre les addictions, bien entendu. Et donc, le jeune qui est contrôlé positif à l'occasion de son séjour au régiment ou préalablement au permis de conduire, bien évidemment, je ne vais pas le présenter au permis de conduire. Je donne bien un permis de conduire, pas un permis de tuer. Et donc, j'essaye d'éduquer. Donc, le jeune, s'il peut décrocher de ses addictions, c'est une bonne chose. Et donc, il va au permis. Sur la population, j'ai à peu près 88% des jeunes qui sont envoyés au permis de conduire. J'ai 81% de réussite au permis de conduire. C'est-à-dire que malgré le fort taux d'illettrisme de nos jeunes, l'implication du jeune, bien entendu, mais également des formateurs, permettent à ces jeunes d'obtenir le sésame qui leur permet d'aller à l'emploi, vous le savez bien. Et donc la généralisation, nous avons commencé par Mayotte avec la mise en place de moyens novateurs, dont les simulateurs de conduite. On a vu, parce que Mayotte a plus de 60% de jeunes qui arrivent au régiment qui sont illettrés au regard des critères de la NLCI. Je duplique parce que ça fonctionne dans les autres formations administratives, et ce qui nous a permis de gagner quasiment 5 points cette année de permis. Tani Mohamed Swali. Sans transition, c'est ça? Merci, Madame la Présidente. Mon général, à mon tour, je tiens à saluer la qualité, j'allais dire du travail, la qualité du SMA tout court. C'est important de dire quand les choses marchent dans nos territoires où malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Je reviens à la charge. Nous avons bien entendu vos développements sur ce sorte de seuil critique que vous avez atteint ou que vous êtes en passe d'atteindre, et que le SMA ne saurait en faire plus. Mais dans SMA, il y a adapté. Et c'est l'une de vos marques de fabrique. C'est l'une des raisons qui font que ça fonctionne aussi bien en Outre-mer. Et moi, en tant qu'élu, je ne peux pas me résoudre à constater dans le même territoire à la fois l'excellence et puis le pire. Qu'est-ce qui pourrait, au milieu, être fait pour, sans entrer dans le cœur du dispositif, sans intégrer les dispositifs, que le SMA puisse aider, concourir à aider, parce qu'il faut le rappeler, la formation, c'est d'abord l'apanage des collectivités et peut-être des services de l'État ensuite. Mais qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce que vous pensez que quelque chose d'intermédiaire pourrait être fait pour aider à encadrer, aider à structurer, aider à donner une seconde chance aux jeunes de ces territoires
et notamment 2 de ces territoires ou 3, la Guyane, Mayotte, Saint-Martin, où la jeunesse augmente, si je puis dire, le taux de jeunes ne cesse d'augmenter, contrairement à d'autres territoires. Merci. Alors, pour répondre. Alors, oui, pour répondre à votre question, les territoires pour lesquels la population est en augmentation, l'effort est fait par la bascule que j'ai évoquée tout à l'heure. L'objectif étant d'aller chercher plus de jeunes. Donc typiquement, à terme, la deuxième plus grosse formation administrative du service militaire adapté après la Réunion, qui accueille à peu près 1400 jeunes par an, ce sera Mayotte, très près derrière la Guyane. Mais là d'abord il faut qu'on puisse construire. Alors vous connaissez Mayotte, vous connaissez Combani, vous voyez bien le régiment, vous voyez qu'il est bien enfermé. Et donc aujourd'hui on est à la recherche, alors les travaux avancent en lien avec la DRFIP, le préfet et la collectivité, pour retrouver un terrain sur lequel on pourra créer une nouvelle unité et non pas délocaliser, mais un peu désengorger Combani pour permettre d'accueillir mieux et plus. Donc à terme, on devrait avoir quasi 1000 jeunes à Mayotte, à peu près la même chose en Guyane. On a, en lien avec les rectorats, mais on ne peut pas non plus là multiplier les formations. On a développé ce parcours volontaire jeune cadet qui obtient d'excellents résultats. 90% des jeunes reprennent l'école et passent à l'étage supérieur. Pour des raisons juridiques, j'ai préféré transformer le statut de ces volontaires jeunes cadets en créant une préparation militaire du service militaire adapté qui donne un cadre juridique plus fort pour la formation administrative, qui permet aussi aux jeunes d'avoir une assurance particulière et d'être suivis médicalement par les médecins militaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc on peut diversifier les activités. Et cette préparation militaire, elle dure 1 mois. Alors elle est perlée pour les jeunes, bien entendu, de l'éducation nationale, puisqu'ils ont autre chose aussi à faire que uniquement venir au régiment pour être, je dirais, éduqués, plus que le reste. Mais ça peut faire partie des propositions, c'est-à-dire proposer pendant les 2 mois d'été. Alors c'est compliqué pour nous parce que vous savez que c'est la période de charnière, de renouvellement des cadres. Mais il peut être envisageable justement de mettre cette préparation militaire du SMA à profit pour accompagner d'autres jeunes que ceux qui sont en décrochage scolaire. Je ne suis pas le seul acteur, vous l'avez évoqué, pour s'occuper de la jeunesse. Le seul avantage que j'ai, c'est le contrat. Parce que, comme je le disais tout à l'heure dans mon propos, le contrat contraint. Et c'est un peu la force du statut de militaire. C'est-à-dire que je suis en capacité de sanctionner et donc de contraindre le jeune à ne pas pouvoir rentrer le week-end chez lui. Mais je peux aussi le récompenser. Voilà. Ce que d'autres dispositifs ne peuvent pas faire. Voilà. Nous, un jeune qui ne vient pas en formation professionnelle, c'est assez simple. On va le sanctionner et on va le reprendre et le réinjecter dans la formation professionnelle en disant « bon, maintenant, ça suffit. Si tu veux t'en sortir, c'est maintenant ». Alors qu'un jeune qui suit une formation professionnelle en lycée professionnel, à partir du moment où il a plus de 16 ans, s'il ne veut pas venir, il ne vient pas. Et il n'y a pas de contrainte derrière cette affaire-là. Voilà. C'est ce qui fait aussi un peu la force du dispositif. Alors, il ne faut pas non plus en abuser, bien entendu. Il faut le faire en étant bienveillant. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça aussi que ça fonctionne. Oui, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui décrochent complètement, qui ne veulent pas du tout au bout de quelques jours Bien entendu. Parce que ces jeunes-là ne s'attendaient pas forcément au type de vie que l'on impose, je dirais au moins initialement, un petit peu plus dur que de se lever à midi et de se coucher à minuit. On décale un peu la journée, si vous voulez. On se lève plutôt à 5 heures et on se couche plutôt à 21 heures. Voilà. Mais très clairement,
beaucoup de jeunes, d'ailleurs, sont assez reconnaissants en disant vous avez réussi à me remettre dans un rythme qui n'était pas du tout le mien. Alors, bien entendu, mais on a un taux d'attrition qui est d'environ 10%, c'est-à-dire 10% des jeunes qui viennent, finalement, décident de partir parce que ça ne leur convient pas. Vous avez évoqué tout à l'heure, et je reviens sur votre question première, vous m'avez demandé si nos jeunes ultramarins qui s'engageaient étaient bons. Alors, juste 2 chiffres. Donc, sur les 600 jeunes qui viennent des territoires, on constate que le taux d'attrition, c'est-à-dire ceux qui finalement ont fait la démarche de venir et puis d'arrêter, est de 4%. Lorsque le jeune, oui seulement parce qu'il a déjà une première expérience militaire et finalement il sait en arrivant dans les régiments ou dans les formations administratives ce qu'on attend de lui. Alors que lorsque vous êtes un hexagonal ou un ultramarin n'étant pas passé par le service militaire adapté, c'est plutôt 20% des jeunes qui, finalement, au bout d'un certain temps, quittent. Donc, il y a un bienfait à venir au SMA pour ces jeunes-là. Mais ils auraient peut-être été dans les 20% s'ils n'y étaient pas passés. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à notre collègue Saïd Omar Oli. Dit bien sûr Tani et les autres. Mais moi, juste, c'est pas vous, c'est vrai, vous avez dit. Le micro ne peut pas, madame, vous me censurez. Par rapport à ce que vous avez dit, mon général, c'est pas vous de vous occuper de la jeunesse. C'est vrai. Mais c'est à nous aussi, les élus, lorsqu'on voit quelque chose qui ne va pas dans nos collectivités, de le relever. La population de Mayotte, vous avez dit tout à l'heure, 60% des jeunes sont illettrés. Ça, c'est vrai. Et que de plus en plus, la population de Mayotte, aujourd'hui, 50% de la population est étrangère. Moi, j'étais professeur au lycée, j'avais des très bons élèves qui, malheureusement, ne pouvaient pas rentrer dans aucun dispositif de formation, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de papier. Et ils sont les plus nombreux. Et c'est eux qui nous posent problème. Et que vous avez dit en préambule qu'il faut d'abord être français pour entrer dans le dispositif de formation de GSMA. Moi, je pose la question à nous les élus ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes, effectivement, qui sont de plus en plus nombreux, qu'on a menti en quelque sorte, parce qu'on leur a dit, lorsqu'on les a mis à l'école, on dit que vous allez vous en sortir, bien sûr, en suivant une formation. Certains ont leur bac, certains n'ont pas eu leur bac, certains ont, je dirais, une carte de séjour, sauf il n'y a pas de dispositif pour eux. Donc je pense que cette réflexion doit être menée sérieusement parce que quand on regarde aujourd'hui à Mayotte, la prison, c'est 75% de cette population-là, jeunes, étrangers. Ils n'ont pas d'autre alternative. Et quand on ne peut pas les garder en prison, je dirais d'une manière indéfinie, ils sortent. Et quand ils sortent, eh bien, on voit ce qui se passe dans nos villages. Donc moi, c'est juste une réflexion pour ces jeunes et ils sont de plus en plus nombreux, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour clore cette série de questions, j'aimerais aussi souligner à quel point je soutiens l'initiative du RSMA, du SMA. Je milite pour justement perdurer, peut-être le développer encore plus. Et particulièrement, certains jeunes, vous avez évoqué tout à l'heure, certains jeunes qui possédaient un casier judiciaire, vous avez évoqué aussi la base du volontariat. Je pensais aux relations qu'on pourrait avoir avec la justice, des accords avec la justice. Certains jeunes qui commencent à dévier justement pour des peines, qui ont des peines mineures, ne pourrait-on pas leur proposer de rejoindre une deuxième chance, de rejoindre le SMA, plutôt que de les orienter vers parfois la prison, ne serait-ce que pour de
petite peine, mais dont on connaît l'effet dévastateur sur cette jeunesse. Donc je milite aussi pour aiguiller ces jeunes et leur donner une nouvelle chance au sein du SMA. Et je suis disposée à défendre cette idée auprès de notre fonction de nos fonctions de parlementaires. Alors, non, ça ne... Non, je vous en prie. Bon, pour ce qui est de la nationalité française et de l'élargissement, le cas échéant, à des étrangers, malheureusement, c'est le Code de défense qui gère le SMA et il faudrait revoir le Code de la défense. Je pense que c'est pas très simple. Vous avez le sénateur Lurel l'évoquait, la Légion étrangère, bon, qui n'a pas du tout le même objectif. Hein. Elle ne fait pas de la formation professionnelle pour l'insertion dans la vie active ou alors ultérieurement. Non, c'est effectivement des questions qui me sont assez régulièrement posées lorsque je suis en déplacement, beaucoup plus souvent d'ailleurs à Mayotte qu'en Guyane, mais la frontière naturelle qu'est le Maroni ou l'Oyapock fait que le transfert de population de part et d'autre, voilà. Donc aujourd'hui, c'est des jeunes Français de 18 à 25 ans. Si le statut, si le Code de la défense est changé, il y aura peut-être de jeunes étrangers. Après, il y a d'autres organismes de formation professionnelle, je pense aux apprentis d'Auteuil en particulier, ou alors le groupe SOS localement qui aide à la formation professionnelle des jeunes à Mayotte. Mais ça ne fait pas tout, je suis d'accord, au regard de la pression démographique en particulier. Et je ne suis pas non plus le préfet de Mayotte qui a dans sa main quelques régularisations et naturalisations possibles, parce que ça existe aussi. Mais ça n'est pas moi, malheureusement. Alors sur les EPID, monsieur le sénateur. Alors, on a des volontaires du service national, enfin des volontaires du service civique qui viennent appuyer en particulier dans la phase de remédiation sur la partie lire, écrire, compter, assistant les professeurs de l'éducation nationale qui sont mis à disposition auprès de nos formations administratives. Les EPID sont peu ou prou des dispositifs similaires au SMA, mais qui s'adressent à une population plus jeune, dans la phase préalable, 16-18 ans. De ce que j'en sais, dans l'Hexagone en particulier, la population qui vient dans les EPID est encore plus cabossée par la vie que les jeunes que j'accueille dans mes formations administratives. Alors vous évoquez une continuité. Pourquoi pas? Mais le niveau, là aussi, il faut une certaine cohérence. Mes médecins, mes psychologues et mes assistantes sociales travaillent au profit déjà d'une population abîmée. L'effort, le transfert, ou la duplication de ce dispositif particulier qui est propre au service militaire adapté dans ces EPID pourrait peut-être déjà aider à ce que les jeunes, quand ils en sortent à 18 ans, soient mieux armés. Parce qu'effectivement, ils suivent une formation professionnelle et ils ont un taux d'insertion qui est peu ou prou similaire à celui du SMA, et avec un travail de fond qui est bien plus important parce que les jeunes sont bien plus cabossés. Alors pourquoi ça n'a pas été dupliqué dans les territoires ultramarins, je n'en sais rien. Mais voilà, ça c'est, je ne sais pas. Pour ce qui est des jeunes délinquants, alors on a un partenariat particulier avec le ministère de la Justice, qui est un protocole qui a été d'abord décliné auprès du service militaire volontaire et qui a ensuite été signé par le ministre délégué des Outre-mer avec la protection juridique de la jeunesse, où on a un partenariat de connaissances mutuelles, puis de présentation des filières professionnelles que nous avons, puis d'un volontariat du jeune qui, à la majorité, peut intégrer les régiments à partir du moment où son casier judiciaire a été blanchi, puisqu'il passe de la minorité à la majorité.
Pas de crime de sang, bien évidemment. Pas de trafiquants, là aussi. Et ayant une population fragile avec beaucoup de jeunes filles, pas de jeunes dont les faits se rapprocheraient à du harcèlement ou à tout ce qui peut être lié aux violences faites aux femmes et aux actes sexuels non consentis. Aujourd'hui, j'ai à peu près 8% de mes jeunes qui viennent dans nos formations administratives, qui sont originaires de la PJJ et qui ne le disent pas pour ne pas être stigmatisés. Par ailleurs, l'objectif n'est pas non plus d'être un dispositif qui n'accueille que des jeunes issus de la PJJ. Parce que bien évidemment, pour nombre de parents, savoir que le régiment ou la formation administrative est plutôt un endroit où on retrouve des jeunes issus ou de jeunes délinquants ne va pas motiver la famille à orienter les jeunes vers nos formations administratives. C'est pour ça que nous essayons de le faire en lien avec la PJJ sur un certain nombre de cas particuliers et que ça se fait au fil de l'eau dans l'année pour éviter que une promotion ou une cohorte de 10, de 12 n'arrive provenant tous de la PJJ. Après, le député Mesdorf avait souhaité que nous puissions accueillir des jeunes dont les peines de prison pouvaient aller jusqu'à 3 ans. C'est difficile de commuer une peine de prison en formation professionnelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas de cadre qui soit formé, éducateur spécialisé ou responsable de centre pénitentiaire. Donc, tant que ça se fait comme ça l'est aujourd'hui, en bonne intelligence, au regard du contenu du casier judiciaire. Parce que j'ai des jeunes qui ont un casier judiciaire non effacé et avec lesquels on a de très très belles réussites. Donc on ne ferme pas la porte. On ferme la porte à un certain nombre. Et on ne souhaite pas on ne souhaite pas que nos régiments deviennent finalement une alternative à la peine de prison. Parce qu'on va brouiller le message d'abord. Et puis on aura malheureusement, par effet réputationnel, forcément moins de familles qui pousseront leurs enfants en difficulté à venir chez nous. Non, je l'entends parfaitement. Je pensais à des petits jeunes qui se vont infliger, par exemple, des peines d'intérêt généraux, de premier avertissement, qui sont en train de glisser vers la délinquance et dont parfois les familles sont débordées et ne savent plus comment faire. Elles sont volontaires, mais ne savent plus comment faire pour les sortir de ce milieu vers lequel ils tendent. Avant de lever l'audition, de terminer, de clore cette audition, donc j'aimerais encore vous remercier le dispositif et saluer ce dispositif du RSMA qui a fait ses preuves et qui effectivement est un exemple de positif, comme l'a dit fort justement notre collègue Tani Mohamed Swali, qui est un dispositif qui a fait toutes ses preuves et qui peut-être pourrait servir d'exemple dans nos territoires, en France hexagonale. J'ai noté aussi qu'il faudrait peut-être revoir le code de la défense. Nous allons très certainement auditionner les ministères concernés, le ministère des Armées, le ministère de la Défense et pourquoi pas le ministère de la Justice sur ces sujets hautement importants. Et parallèlement, essayez aussi de lever le verrou de la régulation générale de la protection des données qui pourra aussi nous éclairer un peu plus sur l'évolution de ce dispositif ô combien important pour nos territoires. Je vous remercie infiniment et puis nous acceptons les contributions écrites. Très bien. Alors,
le colonel Avenel, qui est mon assistant militaire, a une version électronique des propos que j'ai pu tenir, en dehors, bien entendu, des questions auxquelles j'ai répondu. Donc, il vous fera parvenir la version électronique. Et puis, moi, je peux déjà vous donner ma version papier si vous le souhaitez. Voilà, elle n'est comme ça. Et puis, je vous joins également, si vous le permettez, ce que j'appelle le dialogue de gestion, qui est en fait le bilan sur un certain nombre d'indicateurs, comme le taux d'insertion des jeunes volontaires, le taux d'insertion des volontaires techniciens, le taux de dénonciation des contrats, etc. Donc on va vous l'adresser parce que là il y a des données personnelles, donc on va blanchir de manière à ce que vous puissiez avoir les résultats qui de toute manière seront communiqués à l'occasion de notre rapport d'activité. Voilà. Merci. Alors, avant de partir, ceux qui souhaitent faire une photo avec le général, pour montrer la solidarité ultramarine. Oui.